Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. Les travaux de la Commission Laurent ont mis en lumière l'importance de revoir l'offre de services en réadaptation pour mieux répondre aux besoins des jeunes qui y sont hébergés. Des jeunes qui ont vécu des traumatismes parfois très tôt dans leur vie et présentent en l'occurrence souvent des troubles du comportement, santé mentale ou d'attachement. Un vaste chantier de révision de cette offre de services a donc été mis sur pied. Ces travaux en cours pourraient changer bien des choses dans la vie des jeunes placés. Il en est question dans l'épisode Incursion dans le monde de la réadaptation de ce balado. Mais que faut-il savoir d'abord pour bien comprendre cet univers particulier? Ce premier épisode de la série La réadaptation vers un changement de paradigme vise à faire découvrir aux auditeurs ce que ça signifie de vivre en foyer de groupe ou en centre de réadaptation du point de vue des principaux concernés. Rosita Vargas-Diaz, Cynthia Gagnon-Gilbert, Victoria Gagnon et Noémie Jean, bonjour. 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 Je vous demanderai d'abord de vous présenter. Donc, je peux me lancer, si tu veux. Je m'appelle Rosita Vargas-Diaz. Je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Et je suis aussi chercheur associé au CRUGEF. Donc, je suis très, très ravie de partager cet espace dans cette balado avec vous aujourd'hui. Victoria Gagnon, je suis éducatrice spécialisée en foyer de groupe pour la direction jeunesse au CIUS de la capitale nationale. Je suis aussi étudiante à temps partiel au baccalauréat en travail social. D'ailleurs, j'ai eu Rosita comme enseignante. Je suis aussi membre du collectif des ex-placés des PJ, mobilisés pour plusieurs causes qui entourent la situation des jeunes placés. Et donc, vous le devinerez, je suis aussi une ancienne jeune placée. Là, j'ai été placée plusieurs années en famille d'accueil et en centre de réadaptation. Merci. Noémie Jean maintenant. Bonjour, moi je suis une ancienne jeune placée en famille d'accueil, foyer de groupe, puis à l'Estal. Je m'appelle Cynthia Gagnon-Gilbert, je suis éducatrice spécialisée. Depuis 2016, je travaille pour le CIUS de la capitale nationale et c'est en 2021 que j'ai choisi de travailler là, pour la protection de la jeunesse. Je travaille maintenant là, à l'unité Mistral qui est au centre de réadaptation L'Escale avec les adolescentes. Pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous décrire sommairement un foyer de groupe et un centre de réadaptation? À quoi ça ressemble? Comment ça fonctionne? Dans le fond, à l'Estal, c'est comme, on pourrait dire, une genre de mini-maison. Sur l'étage du haut, il y a les chambres. L'étage du bas, là, c'est vraiment la cuisine, le salon, puis le bureau des intervenantes avec une cour là, qui donne à l'extérieur. Pour un foyer de groupe, c'est vraiment plus une maison. C'est vraiment une cuisine à part, il y a un salon à part, il y a le bureau des intervenantes, puis à l'étage du haut, tu as les chambres, une salle de bain, comme à l'étage du bas, là, il y a une salle de bain, puis des machines à laver. Selon mon vécu expérientiel, un CR, c'est un milieu un peu froid, institutionnel, absent de repères normalisants qu'on peut voir dans une famille avec une maison plus chaleureuse, où on est amené à côtoyer plusieurs humains, dont des agents d'intervention, des éducateurs, des cadres, des employés de cuisine, d'entretien. Les chambres sont très petites, il y a plusieurs activités qui sont possibles, par exemple, sous forme de programmation. C'est un milieu plus coercitif qu'un foyer de groupe, mais avec du recul très sécurisant, où on se sent vraiment en sécurité. Vous pouvez remarquer ici que je parle beaucoup de façon sentie, mais c'est vraiment ça, le vécu expérientiel. Là. C'est comment qu'on ressent les choses parce qu'on l'a vécu. Et pour mon rôle d'éducatrice en foyer de groupe, selon moi, un foyer de groupe, c'est un endroit chaleureux, normalisant. Ça se situe dans une maison avec des jeunes et des éducateurs. Tu sais, ça sent la bonne bouffe, ça sent la bienveillance. C'est un milieu où il y a peu ou pas de programmation. On offre des services de réadaptation aux jeunes en individuel ou en groupe, mais on vise aussi à intégrer les jeunes dans la communauté pour favoriser le sentiment d'affiliation sociale et pour aussi tisser un filet de sécurité avec le milieu communautaire. C'est aussi un milieu où on travaille avec l'approche ARC là, développée par le docteur Delphine Collin-Vizina. Donc, on instaure une base sécurisante pour que les enfants puissent continuer leur développement et se sentir en sécurité, là, finalement.
À l'Escale, il y a 5 unités ouvertes, possibilité d'eau jeune. Il y a une unité que c'est d'accueil, donc c'est souvent des placements à court terme. On observe, on évalue un petit peu comment les jeunes vont. Ça dépend aussi de leurs tribunaux, donc à savoir si le placement va se prolonger ou pas. Il y a 2 autres unités là, de placement à plus long terme. Là, moi, je travaille dans une unité à plus long terme, donc c'est des placements là, qui durent quelques mois. Il y en a une qui vise plus à stabiliser la santé mentale, puis une autre à travailler l'autonomie. Puis, il y a une unité aussi dite fermée, là, sécuritaire, pour les filles qui sont en mesure d'empêchement intensive ou qui sont sous la loi là, LJPA. Donc, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cette unité-là, c'est la seule qui se trouve au gouvernail. Sinon, les autres unités sont à l'Escale. Les lieux physiques, comme Noémie l'a expliqué, là, c'est petit. Il y a un salon, salle à manger, cuisine. Puis hors unité, par contre, c'est plus grand que ça, là, donc 5 petites unités dans un grand établissement. La première fois que je suis rentrée, moi, je trouvais que ça ressemblait à une très grande école. Il y a plusieurs bureaux, il y a une réception, il y a une école aussi avec des salles de cours, des bureaux de consultation, il y a une infirmière, on reçoit la visite du médecin, il y a un poste de garde pour les retraits hors unité, un gymnase, une salle d'entraînement, une piscine, il y a plusieurs salles de rencontre, des bureaux. Donc, c'est un petit village, puis on peut côtoyer là, différents types de professionnels, des travailleurs sociaux. Il y a aussi d'autres travailleurs comme de l'entretien ménager, cuisine. Donc, dans chaque unité, ça fonctionne différemment. Chaque unité a leurs propres règles, un cadre, une programmation, avec des ateliers de réadaptation, parce que nous, notre mandat, c'est de faire de la réadaptation. Donc, à chaque soir, il y a des activités là qui sont obligatoires. Donc, on aborde là, différents enjeux au niveau de la gestion des émotions, la sexualité, dépendance, habileté sociale. Il y a une plage horaire là, qui est obligatoire puis qui est présentée là, aux jeunes. Puis sinon, pour les autres plages horaires, on fait pas juste la réadaptation, là, mais il y a des activités de la vie quotidienne puis domestique. Donc, on a des tâches, on a des temps de chambre, on doit faire nos devoirs. Donc, puis aussi se mettre en action là, dans notre rôle social. Pour la plupart, c'est l'école, mais il y en a que c'est le travail. Puis il y a aussi des temps libres. Là. Notre rôle à nous, comme éducateurs, c'est beaucoup d'accompagner les jeunes dans le quotidien. On vit le quotidien avec eux. Et par unité, il y a à peu près 6 éducateurs à temps plein, environ 4 éducateurs à temps partiel. Ça paraît beaucoup, mais sur un quart de travail, là, mettons 2 jours, il peut y avoir 2-3 éducateurs, de soir, 2-3 éducateurs. Il y a quand même beaucoup là, de personnel. Il y a aussi une chef là, qui est là pour nous soutenir, gérer les éducateurs, puis nous aider dans la prise de décision, là, puis la gestion de risque qu'on doit prendre. Parce que c'est le gros du morceau. Comme Victoria l'a dit, c'est un endroit qui est sécurisant un peu plus. Puis nous, ou en centre de réadaptation, on gère davantage de risques qu'en foyer de groupe puis qu'en famille d'accueil. Pour revenir à la mission et au fonctionnement des CR, c'est un milieu de vie pour des adolescents de 12 à 17 ans qui sont, oui, vulnérables, qui ont de grands défis d'adaptation, comportement, de santé mentale. On travaille avec différentes lois, L4S, LPJ, LJPA. Donc, la majorité des adolescents qui sont en CR ont leur sécurité et leur développement de compromis. La gestion de risque est plus grande qu'en foyer. L'objectif principal, c'est de les faire cheminer afin de mettre fin à la compromission pour qu'ils retournent le plus rapidement possible. On veut que ce soit transitoire, soit dans leur famille, soit dans un milieu alternatif, famille d'accueil, foyer, ou selon leur projet de vie. Il y en a que c'est de gagner de l'autonomie en prévision là, de leur majorité. Du point de vue de la recherche, qu'est-ce que les jeunes qui ont été interrogés en disent? Si on revient, par exemple, l'espace, ça rejoint beaucoup Victoria, en fait, les propos de jeunes qui parlent, en fait, des espaces plutôt impersonnels, avec des barres, des fenêtres, en fait, comme fermés, un sentiment, un peu d'enfermement aussi dans cet espace. Il parlait aussi qu'il avait même, en fait, certaines chambres qui avaient de meubles, en fait, qui étaient vissés au sol. Donc, ça nous fait comme imaginer déjà un espace qui pourrait être pas fortement normalisant, des portes verrouillées puis des caméras de surveillance. Un autre élément important aussi, c'était le fait que toute la vie dans le CR était très, très, très balisée, qu'il avait un emploi de temps très, très, très chargé, les laisser peu de temps, en fait, pour des activités un peu spontanées, si on veut, puis de faire aussi des choix, en fait, de la vie quotidienne. Donc, tous les temps qu'il disait, en fait, étaient très structurés. Donc, par exemple, il y a un jeune qui disait qu'il avait vraiment 30 minutes au maximum avant de coucher, en fait, vraiment de l'activité libre. Donc, tout le reste de sa journée, selon lui, était effectivement organisé. Puis que, en fait, après le temps d'école,
ils avaient des activités tout le temps. Donc, tout le temps. Donc, ça ne laissait pas vraiment, comme je vous disais, en fait, de place, même si ils appréciaient, en fait, ces activités. Mesdames les éducatrices, qu'est-ce que vous observez dans vos milieux concernant les motifs de placement? En centre de réadaptation, je dirais que la majorité là, des placements, c'est dû à un motif là, de trouble de comportement sérieux. On parle de comportements violents, là, tout type de violence, de l'impulsivité, difficulté à se contrôler, ou au contraire, peut avoir de la très grande passivité, de l'absentéisme scolaire, qui est un deuxième motif de compromission. Mais pour revenir au motif de compromission, trouble de comportement, il y a aussi de la consommation, possibilité de fugue, fréquentation douteuse, d'exploitation sexuelle, risque suicidaire, comportement d'automutilation. Il peut aussi avoir des enjeux importants là, alimentaires, puis des comportements sexuels à risque. Donc, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de la jeune, de son vécu. Ils n'ont pas tout ça en même temps, là, mais c'est un mélange là, un peu de tout ça qu'on a dans nos unités à l'interne. Mais c'est souvent la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, les troubles de comportement. Mais en dessous de ça, il faut quand même se rappeler qu'il y a d'autres motifs de compromission. Il y a des cas de négligence, il y a des cas d'abus. Il y a des situations aussi que certains parents peuvent avoir de la difficulté à mettre des limites personnelles. Il y a des défis sévères de séparation, des parents qui reconnaissent pas les enjeux de leurs jeunes, qui soient soit trop permissifs ou trop stricts, qui peuvent manquer de cohérence, ce qui fait que le jeune a beaucoup de manœuvres, fait un peu ce qu'il veut à la maison. Donc, ce qui peut amener là, qu'il y a des troubles de comportement sérieux. Là. Pour ce qui est des foyers de groupe, je pense qu'il est important de spécifier d'abord que la plupart des jeunes qui arrivent en foyer de groupe, c'est des jeunes qui, de façon majoritaire, là, sont placés depuis leur jeune âge. Fait que généralement, ils ont un historique de placement déjà assez impressionnant. Les motifs de placement initiaux qu'on observe, là, c'est de façon générale des mauvais traitements psychologiques, de l'abandon, de la négligence, risque sérieux de négligence sinon. On peut voir aussi de l'abus physique, de l'abus sexuel. Souvent, les troubles de comportement sont ajoutés au fil du temps comme motif de compromission. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent en réaction au vécu traumatique des enfants là, que ces troubles de comportement-là font apparition. Donc, c'est très, très rare là, qu'un enfant apparaît dans le système à 3-4 ans avec déjà des troubles graves de comportement. Si c'est le cas, c'est en réaction à leur environnement. Là. Donc, c'est vraiment le profil des jeunes qu'on peut voir, là, qu'on peut dire qui sont polytraumatisés. Puis je pense que c'est aussi les jeunes qu'on peut retrouver aussi en centre de réadaptation, en fait. Il faut vraiment changer notre lunette puis arrêter de penser que tous les jeunes sont placés pour troubles de comportement, mais c'est vraiment l'environnement qui est autour qui peut être difficile. Il peut y avoir des motifs de compromission à ce niveau-là. Des fois, c'est des fautes de ressources. Il n'y a pas de place en foyer de groupe, fait qu'ils arrivent en centre de réadaptation en attendant. Pas de place en famille d'accueil, il n'y a pas de place en foyer de groupe, donc c'est des fautes de ressources, puis ils sont ici avec nous temporairement. Là. Quelques chercheurs se sont intéressés à l'expérience de placement des jeunes. Madame Vargas-Diaz, pouvez-vous nous résumer brièvement ce qu'il est important de retenir des propos des jeunes à ce sujet-là? La façon pour eux, en fait, de comprendre ça, c'est on fait parce qu'on veut liberté, mais après, on va être encore dans une gradation encore plus importante dans le CR. C'est qui nous crée aussi, en fait, encore ce sentiment, et c'est bien comme à rien forcer, si on veut, ce sentiment d'isolement et d'enfermement. Puis on cherche encore cette liberté. Puis c'est comme ça vicieux aussi pour ces jeunes. De notre part, une chose importante aussi à retenir, c'est que les gens en fait disent qu'ils auraient aimé en fait avoir plus d'espace pour décider pour eux-mêmes, décider des choses sur la vie quotidienne. Donc effectivement, comment on peut comme vraiment s'arranger, par exemple, un moment où on voulait comme se brosser les dents ou faire d'autres activités récréatives, sortir avec les amis, décider un peu les relations, par exemple. Sentiment en fait de se voir conformer aux règles, le faisait en fait sentir qu'il était plutôt dans son parcours contrôlé que soutenu. Donc si on retient ça aussi de leurs propos, c'est comment on peut en même temps les encadrer, les sécuriser, mais laisser un peu marge de manœuvre aussi pour les laisser un espace aussi à se sentir qu'ils ont un mot à dire aussi sur leur vie quotidienne. Surtout que pour plusieurs de ces gens nous disaient on comprend pas très bien pourquoi nous on est enfermés, tandis que c'est nos parents qui étaient en fait négligents ou maltraitantes. C'est comme difficile pour eux de faire les ponts aussi de pourquoi c'était eux qui étaient quelque part aussi dans ces situations. Quels sont, selon vous, les principaux défis rencontrés par les jeunes dans chacun de ces milieux-là?
Victoria Gagnon d'abord. Selon moi et selon les discours des jeunes que j'accompagne en foyer de groupe, les principaux défis qu'ils rencontrent sont parfois et de plus en plus souvent un grand sentiment d'impuissance parce que, comme Cynthia l'a mentionné, nous aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont placés par faute de ressources. Il n'y en a plus de famille d'accueil. Donc, les jeunes, parfois, se retrouvent en foyer de groupe dans un milieu un peu moins normalisant qu'une famille d'accueil. Ils se sentent vraiment impuissants. Ou se comparent aussi aux autres jeunes de leur âge, finalement, qui vivent dans une famille un peu plus normale, si on veut dire, dans un contexte plus normalisant. Sinon, il y a aussi le développement du lien de confiance. Ça peut paraître banal, mais c'est difficile de nos jeunes de faire confiance à un adulte quand ils ont souvent été trahis, négligés, abusés par des adultes. En complémentarité à ce que Rosita a dit, le sentiment d'avoir peu de contrôle sur leur vie, quand on parle aussi du pouvoir d'agir, le sentiment que tout est décidé pour eux puis qu'ils n'ont pas un mot à dire finalement, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le discours de nos jeunes, puis c'est quelque chose aussi qu'on tente de modifier dans notre pratique. Sinon, il y a la scolarisation et tout ce qui touche l'intégration socio-professionnelle qui est un grand enjeu pour nos jeunes. Sinon, il y a aussi la stigmatisation et la discrimination. De plus en plus, les jeunes en parlent. Ils n'en parlaient pas vraiment dans le passé, mais on peut voir que c'est un frein à intégrer le marché du travail ou à l'école parfois ou à simplement s'investir dans un suivi professionnel. Et le développement de l'autonomie et la transition à vie adulte, qui est vraiment un enjeu pour la majorité de nos jeunes qui sont placés là, dans les différents milieux. En centre de réadaptation, dès leur arrivée, ce qui ressort le plus, c'est d'être loin de tous les repères, de tout ce qu'ils ont connu. On a parlé des lieux physiques. Oui, ça peut être déstabilisant pour un jeune qui arrive de chez lui, d'arriver chez nous, puis que les lieux physiques sont un peu plus sécuritaires. C'est pas exactement comme une maison familiale. Là. Ça peut être très déstabilisant là, pour un jeune, c'est d'être loin de leurs parents, de leur famille, de leur maison, de perdre leur repère. Pour un adolescent, une chambre, là, leur chambre à eux, c'est hyper important. Donc, c'est pas à négliger non plus. C'est gros dans la vie d'un adolescent d'être placé dans un centre de réadaptation. En plus de ça, il y a aussi la vie de groupe. Il y a 12 jeunes, donc de cohabiter avec 11 autres jeunes, de côtoyer plusieurs éducateurs, pas toujours les mêmes. Ça peut être un défi. On leur demande beaucoup de se centrer sur elles, mais aussi de considérer les autres. Ça peut être difficile pour une jeune, par exemple, qui côtoie une jeune qui a des enjeux au niveau de la consommation, qui côtoie une autre jeune qui revient de sortie, qui est en état de consommation, qui dégage des odeurs de cannabis. C'est challengeant. Ça peut leur mettre là, dans ses bébites à elles. Là. Pour une jeune qui a un gros bagage, qui arrive d'un milieu familial, qui peut avoir été exposée à de la violence, qui arrive chez nous puis qui voit une autre jeune faire une crise, crier, avoir des comportements de violence, ça peut la ramener dans ses traumas puis ça peut la fragiliser. La vie de groupe, ça peut être très challengeant là, pour ces jeunes-là. Être limité dans leur liberté, de devoir suivre la programmation. Il y a des temps libres, oui, mais tout est quand même programmé, peu de temps dans leur chambre, dans leur liberté aussi, que ce soit des sorties. Nous, on fonctionne selon leur ordonnance. Ils ont passé au tribunal, donc il y a des choses qu'on doit respecter. Les autorisations de sortie, c'est géré par les TS. Ils ont des comptes à rendre. Choses qui sont pas habituées quand ils arrivent, par exemple, de chez eux. Ils se référaient à papa-maman. Des fois, ils se référaient pas à papa-maman parce que papa-maman était peu présent. Donc, ils avaient l'habitude de faire ce qu'ils veulent. Là, ils arrivent dans un milieu beaucoup plus encadrant. Tu vas où? Tu es avec qui? À quelle heure tu rentres? Il y a des fins de semaine qui ont des sorties, des fins de semaine qui en ont pas. Puis nous, on représente quand même la protection de la jeunesse, donc on se doit d'être encore plus prudent que pas assez. Là, tout ce qui est gestion des sorties, de la liberté, ça peut être anxiogène quand même là, pour des jeunes qui sont placés. Au niveau de la confiance, Victoria l'a nommé. Nous, on a quand même plusieurs éducateurs sur le plancher. Il y a un mouvement de personnel important. Donc, de s'ouvrir à différents éducateurs, de faire confiance au processus de réadaptation. Ce sont rarement des jeunes qui sont volontaires puis qui arrivent ici, là, qui cognent à la porte, là. On les amène. Donc, ils arrivent avec un gros bagage de vie puis ils arrivent déjà méfiantes. Donc, il faut prendre le temps, là. Il faut respecter leur rythme puis prendre le temps, là, avec elles pour qu'ils apprennent à nous faire confiance. Un autre défi qui est quand même important et pas à négliger, c'est que nous, on a des agents d'intervention sur place. Pour la plupart, ils sont des hommes, donc c'est une présence masculine. Et à l'escale, ce sont des jeunes adolescentes, qui n'ont pas toujours eu de présence masculine dans leur vie ou qui ont déjà vécu des abus sexuels. Donc, de voir un homme en position d'autorité, ça peut être un défi. Aussi, ça peut être une expérience là, qui est réparatrice également. Là, les agents
ne viennent pas seulement lors des interventions, viennent se joindre à nous pendant les programmations pour essayer de recréer un petit quelque chose. Ils viennent souper avec nous. On peut avoir du plaisir avec eux, là. Le dernier enjeu, je vous dirais que c'est d'être confronté un peu à leurs enjeux puis leurs bébites, de devoir parler de ce qu'ils vivent. On leur parle souvent de leur comportement, on leur ramène leur comportement sous le nez. T'as fait ci, tu devais pas faire ça, nanani, nanana. Mais tu sais, nous, on essaye vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous de ce comportement-là, derrière. C'est déstabilisant, c'est confrontant, puis ils sont pas habitués qu'on prenne soin d'elles de cette manière-là. À quoi ça pourrait ressembler une réaction traumatique? Puis comment, dans un contexte, par exemple, particulier, on peut réagir à ça pour aider le jeune ou la jeune? Face au danger, le cerveau, comment il fonctionne, c'est qu'en fait, les jeunes qui ont vécu des traumatismes, là, ils ont eu un système d'alarme suractif, qu'on dit. Des fois, ils ont de la difficulté à cerner le danger réel du danger perçu. Donc, il va y avoir 3 réactions face au danger. Il va y avoir figer, fuir et combattre. Donc, un jeune pourrait faire une crise lui-même. Il pourrait figer complètement. Des fois, on va parler de dissociation. Le jeune ne sera plus dans l'instant présent. Ça peut être très inquiétant pour un intervenant. Il va complètement se couper de la situation réelle. Il pourrait aussi fuir, avoir peur, se cacher. Fait que c'est des situations qui pourraient arriver. Puis là, j'image, là, mais tu sais, dans le réel, c'est plus complexe que ça. Mais par exemple, on pourrait avoir un jeune qui s'enferme dans sa chambre, qui barre sa porte, puis qui se cache en petite boule parce qu'il a peur, tu sais, puis ça lui rappelle une réaction traumatique qu'il a vécue. Victoria Gagnon et Noémie Jean, pouvez-vous nous parler de votre expérience de placement? Quels principaux défis vous avez rencontrés dans les milieux de réadaptation? J'ai été placée là, à l'âge de 14 ans. Et quand je suis arrivée là, en centre jeunesse, j'avais aucune règle chez moi. Fait que je suis arrivée puis j'ai eu un encadrement quand même assez sévère. Ça a quand même fait en sorte qu'il y a certaines choses que je trouvais dures. Tu sais, respecter un horaire, respecter le fait que tu as des heures pour manger, tu as des activités obligatoires. Ça, chez moi, j'avais pas ça. Tu sais, c'était un peu, tu veux faire ce que tu veux, fais-le, c'est pas grave. Fait que, tu sais, c'est de se réhabituer à une vie normale, comme on pourrait dire. Tu sais, c'est de réaliser que tu as un temps pour pouvoir te laver, appeler tes parents. Ça a été un peu dur. Au foyer de groupe, c'était un petit peu plus laissé à soi. C'est différent d'un centre jeunesse. Un centre jeunesse, c'est là pour t'aider, t'apprendre un peu à la vie adulte, à te remettre dans le droit chemin. Puis au foyer, tu as déjà un peu appris certaines choses. Fait que, oui, on avait des activités, mais il y avait moins de crises qu'il y en avait au centre. Fait que c'était un petit peu plus le fun quand j'étais en foyer qu'en centre jeunesse. Parce qu'en centre jeunesse, c'est vraiment plus des crises. Puis là, ben, les intervenants sont comme sur la jeune, tu sais, ils essaient de la contrôler. Puis les autres jeunes, ben, tu sais, on est là aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est un truc qui est sûrement amélioré, mais dans le temps, quand j'étais là, tu sais, c'était une chose qui était plus dure. J'ai quand même, tu sais, vu mes parents chicaner puis s'engueuler. Fait que quand j'avais au centre, j'aimais pas ça. Puis même encore aujourd'hui, si je vois du monde se chicaner, je file pas bien. Je fais une crise de panique, ça me rend anxieuse. C'est un truc que, oui, est encore à travailler, mais c'est un truc que, tu sais, ça reste des traumatismes, on pourrait dire, un peu le reste de ta vie, là, veux pas, là. Tu sais, oui, c'est arrivé ensemble, mais ils sont capables au moins de trouver une façon de soit les gérer différemment ou soit de comme, OK, ben là, on va les prendre, on va tasser le groupe, puis on va laisser les agents de sécurité, un intervenant gérer ça, pour au moins que les jeunes, après ça, ben, au moins qu'il y ait à disponibilité soit un intervenant ou un discours social juste pour aider. Tu veux pas vraiment en parler tout de suite parce que ça vient sur le coup. Fait que tu as peur. Puis après ça, le fait aussi que tu passes d'un milieu à un autre, ça aussi, ça va revenir. Fait que d'essayer de trouver une manière de comme soit en parler ou de dire, ben si tu as besoin d'en parler, c'est pas que ça soit tout de suite, ça peut être plus tard, mais on va être là, on va t'écouter pareil. Je comprends qu'il y a des modes d'employés partout, mais le fait qu'il y a des fois les éducateurs changent beaucoup, ça, on trouve ça dur aussi parce que ça fait en sorte qu'on a moins comme, on s'attache à une personne, on sauve, on parle, après ça, on recommence, reparle de ton histoire. Tu sais, veux pas, moi, dans les placements que j'ai eus, j'ai fait foyer de groupe, j'ai fait famille d'accueil. Encore aujourd'hui, à 19 ans, j'ai encore de la misère à me stabiliser, là. Parce que j'ai passé un peu ma partie de ma jeunesse à tu fais tes valises, tu t'en vas, OK, tu retournes au centre, tu repars en foyer. Tu sais, c'est tout le temps comme tu te trimbales. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, c'est d'essayer de trouver des façons au moins pour pouvoir comme
si c'est pas une grosse différence, au moins faire en sorte que les jeunes, quand ils ont 18 ans, qu'ils ne soient pas dans la rue, puis au moins qu'il y ait du soutien, là. Moi, de mon côté, j'ai été placée plusieurs années en famille d'accueil et en centre de réadaptation. J'ai vécu plusieurs traumatismes dans l'enfance. Je me sentais 1000 fois mieux dans mes familles d'accueil ou dans les diverses unités où ce que j'ai vécu que dans ma famille. J'ai vraiment une expérience positive de placement. Puis c'est sûr que je le dis à presque 27 ans. Je le disais peut-être pas à 17 ans, mais avec du recul, ça a vraiment été quelque chose qui a été un levier pour moi, là, pour me développer pleinement puis pour me sentir en sécurité. J'ai vécu beaucoup d'instabilité résidentielle dans mon parcours dû soit à des milieux temporaires, soit à des difficultés ou à des échecs dans mes relations. Ce qui a fait en sorte que j'ai pas vraiment pu me déposer dans des milieux, sauf quand que j'étais en CR, parce que j'ai passé quand même quelques années en CR. J'ai eu des piliers affectifs vraiment importants dans ma vie, des éducateurs, une travailleuse de rue, des familles d'accueil qui ont vraiment fait la différence dans mon parcours. D'où ma décision de devenir intervenante aussi, je vous le cacherai pas. J'ai toujours eu tendance à transformer le négatif ou les adversités en positif. Alors malgré le côté plus coercitif de l'escale, les nombreuses situations traumatiques et des approches d'intervention utilisées qui fonctionnaient pas toujours avec moi, je me rappelle d'éducateurs puis de moments qui ont vraiment fait la différence pour moi. Donc, une éducatrice qui me réveillait le matin, à tous les matins en me flattant les cheveux. Ça a vraiment été marquant pour moi. Des éducateurs qui croyaient en moi, puis qui me nommaient que je pouvais faire quelque chose de grand dans la vie, puis que je pouvais réussir. Une éducatrice à qui j'ai vécu une relation de réciprocité, où j'ai davantage pu m'ouvrir. Tu sais, elle me livrait certaines informations plus générales sur elle, mais j'avais l'impression au moins qu'elle me livrait elle aussi quelque chose, puis que j'avais pas à me confier complètement à elle. Des agents d'intervention qui allaient jouer au basket avec moi pour m'aider à ventiler. J'ai passé aussi plusieurs Noëls en famille d'accueil ou en CR où, malgré le fait où je me sentais vraiment pas chez moi, je me sentais quand même appréciée puis je me sentais moins seule, tu sais. J'aimais beaucoup les jeunes avec qui que je restais. Autant en famille d'accueil qu'en centre de réadaptation, j'ai considéré comme ma fratrie. Comme à l'escale, les filles avec qui je restais, j'ai considéré comme mes sœurs, même si on avait des conflits puis c'était pas toujours facile. Les principaux défis que je vivais, ils étaient affectifs. Faire confiance aux gens, pour moi, c'était difficile. J'ai fait beaucoup de crises d'attachement. En lien avec les déchirures affectives que j'ai vécues. Puis j'ai développé des comportements en réaction à mes enjeux affectifs. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été ma transition à la vie adulte. J'avais pas été préparée à ça, puis je me suis retrouvée seule avec moi-même dans mon 1,5 à aller manger au Café Rencontre Centre-Ville pour dîner et à l'Aubervillière pour souper. Ça n'a pas été facile pour moi d'aller côtoyer ces organismes communautaires-là où je voyais beaucoup de personnes adultes itinérantes. Je me sentais pas à ma place. Mais coudonc, ma grande connaissance des organismes communautaires, ma facilité à aller chercher de l'aide, mes forces, ma résilience m'a permis de m'en sortir. Je pense que ce qu'on préfère pour que les jeunes connaissent davantage les ressources, c'est de ne pas hésiter à faire rentrer le milieu communautaire dans nos services, de faire alliance avec eux, d'aller visiter les organismes communautaires, de les faire connaître, d'y aller avec les jeunes, de souper, par exemple, au Squat Basseville, d'aller faire connaître les organismes aussi plus jeunesse, tu sais. On en a des organismes jeunesse, puis tu sais, c'est plus normalisant que des organismes qui sont peut-être plus au niveau de l'itinérance ou quoi que ce soit, même si on sait qu'un jeune sur 3, malheureusement, se retrouve en situation d'itinérance. On peut quand même les outiller pour qu'ils aillent dans des milieux davantage normalisants puis adaptés à leurs besoins. Mais je pense vraiment que c'est la clé. Pas hésiter à collaborer avec les milieux communautaires. Puis ben ça, c'est sûr que c'est un changement de pratique, mais j'en vois de plus en plus. Je pense autant à l'escale qu'en foyer de groupe, il y a de l'ouverture. Puis je trouve ça super important, là. Pour moi, c'est ce qui a fait la différence. En fait, il y avait des travailleurs de rue qui rentraient dans l'escale. Puis moi, à partir de ça, ben quand je me mettais dans des situations précaires, j'allais vers les travailleurs de rue qui m'amenaient vers des organismes communautaires, qui fait en sorte que je suis une intervenante qui connaît beaucoup d'organismes communautaires, puis ça me sert beaucoup. Je peux référer les jeunes, puis c'est vraiment super stimulant. Je vais faire un peu du pouce là, sur ce que Victoria a dit. C'est sûr que ça serait vraiment bien qu'il y ait des organismes qui viennent ou les jeunes aillent en visiter parce que à 18 ans, quand je suis sortie, oui, j'avais PQJ, mais si j'aurais pas eu ça, pour vrai, je serais peut-être dans la rue parce que je savais même pas quel organisme. Puis encore aujourd'hui, oui, j'en découvre sur plein, il y en a. J'ai appris là, qu'il y avait la soupe populaire, j'ai commencé à aller là, il y a le café rencontre pour se faire, mettons, c'est pas de faire des amis, mais au moins aller manger. Après ça, aller chercher aussi de l'aide comme pour la nourriture. Il y a tellement d'organismes qui donnent de la nourriture les jeudis. Et ça, c'est bon à savoir parce que je veux pas, quand t'es jeune, t'es en appartement, ben c'est plus dur parce que la vie coûte cher. Fait que savoir qu'il y a des gens qui sont là ou
si tu as besoin, je sais pas moi, de condoms, puis tu n'as pas les moyens d'en acheter en pharmacie, au moins de savoir quel organisme en a, quelle place où tu peux aller. Tu sais, ça serait comme peut-être soit un truc à montrer ou à inviter, tu sais, mettons, OK, ben aujourd'hui, il y a un organisme qui vient de soir, ça va être notre présentation. T'sais, au moins, ça les implique à plus tard, à comme avoir au moins un petit, comme, pas un paquet, un sac d'eau, là, mais genre une ressource qui est une barrière de sécurité, là. Juste en ajout à ce que Noémie disait, là, dans le fond, en plus de connaître des organismes puis de pouvoir aller sonner à une porte quand on a besoin d'aide, mais ça élargit aussi notre réseau social, notre réseau d'intervenants qui peuvent continuer à nous supporter après la transition à la vie adulte, de façon plus informelle aussi, avec moins un cadre rigide puis une relation autoritaire. Donc, ça devient super intéressant pour nos jeunes, puis ça fait un beau filet de sécurité. Madame Vargas-Diaz, vous êtes aussi intéressée au vécu des jeunes immigrés en milieu institutionnel. Comme tous les jeunes, la diversité, ces jeunes rencontrent des défis supplémentaires aussi. Qu'avaient-ils à dire sur leur expérience de placement? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien répondre à leurs besoins? Alors, très, très brièvement. D'avoir des personnes qui soient intéressées pour des choses qui se ressemblent, des choses qui sont différentes, sans porter des jugements, vraiment pour être là pour les entendre, de s'intéresser à eux, avoir une posture d'ouverture aussi à la différence dans ces cas, puis de faire quelques ajustements qui parfois c'est vraiment des bases. Donc, par exemple, un jeune nous disait, on apprécie beaucoup le fait que lui, il faisait les ramadans, puis son intervenante, en fait, à l'ECR, le réveillait la nuit pour qu'il mange. C'est un détail, mais pour lui, c'est toute la différence. Le fait que, effectivement, cette éducatrice, en fait, dans l'ECR, prenait le temps de le réveiller. Comprendre, en fait, qu'on pouvait pas comme penser les jeunes, en fait, de la même façon. Donc, penser à cette singularité. Et puis, ça sert pas seulement aux gens immigrants, ça sert en fait à toute la diversité, puisque ce qu'on vise aussi, c'est de penser à la singularité des besoins de chacune de nos jeunes aussi. Donc, voilà. Cynthia Gagnon-Gilbert et Victoria Gagnon, quels principaux défis rencontrez-vous en tant qu'éducatrice en intervention dans ces milieux? Je peux commencer avec le centre de réadaptation. Ce qui est différent avec les foyers de groupe, c'est vraiment la gestion de risque au quotidien que nous, on a en centre de réadaptation, que ce soit en lien avec les comportements suicidaires, d'automutilation, de violence, lors des fugues, lorsqu'ils reviennent de sortie, qu'ils sont en état de consommation, c'est vérifier, ils ont-ils de la conso sur elles, ils ramènent quelque chose à l'unité. On en vit à tous les jours. Puis, il faut faire attention pour pas la banaliser, cette gestion de risque-là, parce qu'elle est grande, puis on a une grande responsabilité aussi face à l'imputabilité des décisions qu'on prend. C'est de là aussi l'importance là, de bien connaître les différentes lois avec lesquelles on travaille. On est plus prudent que pas assez. On représente quand même là, la protection de la jeunesse. C'est un grand défi là, en centre de réadaptation. J'ajouterais aussi l'imprévisibilité. On ne sait jamais comment notre corps de travail va se dérouler d'une journée à l'autre, d'un corps à l'autre. Ça peut être très différent. On gère des petites comme des grandes urgences à tous les jours. On est un service en continu. On partage le quotidien avec les jeunes. On mange avec eux. On n'a pas de pause. Là. Les pauses n'existent pas pour les éducatrices. Là. On a de la difficulté des fois là, à aller aux toilettes. Donc, c'est un running gag entre collègues. Là, c'est drôle et pas drôle en même temps, mais ça va vite. Par moment. Il y a des moments de tranquillité où c'est plus tranquille, qu'on a le temps de s'asseoir avec les jeunes, puis de jouer aux cartes, d'avoir des discussions. Ça, c'est vraiment plaisant. C'est pour ça que je fais mon travail. Mais comme la gestion de risque est assez grande, on n'est pas à l'abri là, que tout peut changer là, à un claquement de doigts. J'ajouterais aussi la variété de notre groupe. Donc, on doit continuellement s'adapter. On a 12 jeunes différentes avec des motifs de compromission différents, leur situation familiale est différente, les autorisations, leur plan, tout est différent. Puis si on veut offrir un bon service, on veut répondre à leurs besoins, il faut vraiment s'adapter puis prendre le temps de connaître toute leur situation. Donc, c'est quand même un grand défi parce que il y a le roulement de personnel, oui, il y a quand même un roulement aussi au niveau des jeunes. Il y en a qui sont placés 1 mois, il y en a qui sont placés 6 mois, il y en a que c'est des arrêts d'agir, donc c'est du cas par cas. Travailler en équipe,
Donc, on se le cachera pas, il y a un roulement de, de personnel incroyable en centre jeunesse. Il faut pas se mettre la tête dans le sable, tu sais, c'est un défi. Travailler déjà avec 10 éducatrices quand que c'est 10 éducatrices qui sont régulières, quand il y en a une qui est absente, un congé de maternité, quelque chose, ben ça fait un changement, que ce soit, tu sais, on l'a nommé plutôt, c'est un défi pour les jeunes de faire confiance à de nouvelles éducatrices, mais c'est un défi entre collègues aussi de tenter d'être cohérent, d'avoir une cohésion d'équipe. Tu sais, déjà, dans une famille avec 2 parents, ça peut être un défi de travailler en équipe. Donc là, s'ajoute à là plusieurs personnes. Donc, il faut le garder en tête. Je terminerai aussi en disant que de demeurer empathique, de ne pas tomber dans la sympathie. On est confronté à des situations de grande détresse. Ils nous partagent des fois des histoires tristes, d'horreur de leur vécu. Donc, de demeurer empathique, dans une approche bienveillante, d'accueillir tout ça, puis de répondre là, à leurs besoins, de prendre le temps avec eux là, quand ça arrive, ce genre de situation-là. De mon côté, les principaux défis que je rencontre dans ma pratique, j'en ai identifié quelques-uns parce que personnellement, je sens de l'ouverture, je sens aussi du changement, du soutien et de l'accompagnement clinique. Le premier défi, c'est la lourdeur du profil des jeunes. Beaucoup d'enjeux de santé mentale, des jeunes qui ont vécu de multiples traumatismes, qui arrivent avec un portrait clinique assez complexe. Ajouté à la pénurie de main-d'œuvre, ça complexifie et ça alourdit beaucoup notre travail. Sinon, il y a le roulement de personnel, comme Cynthia l'a mentionné, qui crée de l'instabilité dans les équipes, mais aussi chez les jeunes. Puis aussi, j'avais ajouté les protocoles et les procédures institutionnelles parce que ça nous oblige à travailler dans un contexte d'autorité et de gestion de risque. Ça peut parfois être un frein à notre alliance thérapeutique avec les jeunes et au fait d'apporter des façons complètement différentes. Tu sais, des fois, on voudrait apporter des façons complètement différentes de repenser notre pratique dans la protection de la jeunesse, mais on est obligé de respecter un certain cadre dû justement aux procédures institutionnelles qui sont en place, puis au cadre légal, là. Le monde de la réadaptation est en transition depuis quelques années afin de mieux répondre aux besoins des jeunes placés en institution et de normaliser davantage leur expérience de placement. Pouvez-vous nous parler des améliorations qui ont été apportées dans vos milieux respectifs et nous dire pourquoi elles ont été apportées, donc très brièvement? On est rendu à l'an 2 des travaux. Il y a énormément de personnes impliquées. Donc, ça inclut les foyers de groupe, centres de réadaptation, ça inclut le psychosocial, les éducateurs. Donc, il y a beaucoup de personnes là d'impliquées, des cadres aussi. Donc, tout est revu en long et en large. Le rôle de l'éducateur, nos responsabilités, notre programmation, nos horaires, les milieux de vie, nos comités, les rencontres tutorales, les ateliers, puis tu sais, j'en passe là. Tu sais, le but, c'est de s'ajuster, d'adapter puis mieux répondre aux besoins de nos jeunes, de normaliser puis d'améliorer leur vécu. Pour nommer un changement là qu'on a vécu cette année suite à la commission Laurent, je crois là, si je me trompe pas, qu'on est le premier centre de réadaptation à avoir fait ça ici. Au Québec, en tout cas, je vais dire à Québec parce que c'est pas le cas là au gouvernail. Donc, à l'Escale, cette année, il y a un gros changement. C'est un virage qui a été pris, qui a touché le scolaire. Donc, à l'Escale, on est la première école à Québec qui a fait ce changement-là. Donc, je vous explique rapidement, là, avant cet automne, l'école interne était composée seulement de classes d'adaptation scolaire avec des enseignants d'adaptation scolaire pour tous les jeunes. Donc, tous les profils là, confondus. Donc, ce qui pouvait freiner leur potentiel parce qu'ils venaient de façon transitoire. Fait qu'un jeune qui arrivait, par exemple, qui était en mathématiques fortes, secondaire 5, avait un arrêt d'âge, avait un placement de quelques mois, puis était pas capable de se maintenir à l'extérieur, intégrait l'école interne, puis on oublie ça, les maths fortes, là, tu t'en vas dans une classe d'adaptation. Fait que ça pouvait le freiner un petit peu, puis lui mettre des bâtons dans les roues là, dans sa scolarisation. Cette année, ce qu'on a fait depuis le début de l'année scolaire, c'est qu'il y a une classe seulement en adaptation scolaire avec une enseignante en adaptation scolaire. Pour les autres jeunes, c'est des classes régulières avec des enseignants réguliers. Donc, il y a possibilité d'avoir des maths fortes, sciences fortes aussi, ce qui permet aux jeunes qui sont en régulier de poursuivre leur scolarisation, leur apprentissage, où ils sont rendus, de normaliser leur poursuite scolaire, puis d'avoir les mêmes attentes, parce qu'éventuellement, il va y avoir une transition vers l'école externe, leur école de quartier, puis on souhaite que de cette façon-là, la transition se fasse de façon plus douce. Je vais faire un peu du pouce sur ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, là, parce que Victoria puis Noémie le proposaient. Tu sais, qu'on s'ouvre davantage vers la communauté, le monde communautaire. On collabore beaucoup là, avec différents partenaires. Présentement, on a un atelier là, qui s'appelle Selfie,
qui est une collaboration là, avec le PIPQ, donc le projet Intervention Prostitution de Québec et la DPJ. Le but, c'est d'installer des filets de sécurité, donc pour des situations de fugue, d'exploitation sexuelle, mais qui touchent aussi d'autres enjeux plus larges. Donc, travailler les relations, la gestion des émotions, connaissance de soi, la confiance. Donc, ça fait partie là, d'un partenaire qu'on a, mais il y en a tout plein d'autres. Là. Il y a Motivation, là, je ne sais pas si Victoria puis Noémie ont connu ça, mais c'est une intervenante qui est dans nos milieux. Elle vient mettre de la vie, ajouter sa couleur là, dans une unité de vie. Le but est de faire sortir les jeunes, les faire bouger, leur faire découvrir plusieurs sports, plusieurs activités physiques. Donc, c'est génial parce que c'est innovant. Puis c'est ce qu'on a besoin aussi de plus en plus. Là, je suis d'accord avec vous, là, Victoria puis Noémie. Il y a vraiment une remise en question de certaines pratiques actuelles. On a une ouverture à changer les choses puis à être créatif aussi. Une augmentation des ressources humaines. Ici, on parle de personnel. Là, en foyer de groupe, on a eu un éducateur à temps plein de plus par foyer de groupe pour pallier à justement la lourdeur que je parlais plus tôt, là, la complexification de notre tâche de travail. Il y a aussi une uniformisation en foyer de groupe du modèle ARC là, et autres spécificités cliniques basées sur les données probantes. Donc, tous les foyers de groupe sont formés sur ce modèle d'intervention. Il y a aussi une ouverture de plus en plus grande à faire entrer le communautaire dans nos milieux. Des capsules cliniques sur les enjeux culturels pour s'assurer d'offrir des interventions sensibles aux réalités culturelles de certaines jeunes qui arrivent dans nos milieux. Il y a aussi des pratiques et des projets axés sur la prévention de la fugue. Il y a aussi des avancées importantes concernant la transition à la vie adulte. Ici, on parle de la réforme de PQJ, la construction d'appartements transitoires à l'avenir. Il y a l'implication et le partenariat avec le communautaire dans les milieux socio-professionnels aussi. Il y a aussi l'intégration d'outils sur l'alliance thérapeutique qui nous remet beaucoup en question sur cette pratique-là. Il y a aussi une plus grande place dans le discours sur l'importance du développement du pouvoir d'agir. L'ouverture à offrir une continuité de formation clinique pour former les éducateurs aux diverses réalités. Et il y a un soutien au développement clinique. On fait des études de cas, il y a un accompagnement professionnel qui est fait avec nos coordonnateurs professionnels. Donc, c'est tous des améliorations que je peux constater là, dans les différentes années d'exercice que j'ai. Merci. Alors, on peut constater qu'il y a effectivement un virage qui est en train de se faire, je pense. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, selon vous, pour améliorer davantage encore l'expérience de placement des jeunes dans ces milieux-là? Et je vais commencer par Noémie. Mais c'est sûr que là, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. Puis ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, j'ai pas pu pas en vivre l'expérience parce que j'étais partie, ça va faire 3 ans. Ce qu'il faudrait mettre plus en place, je pense que c'est vraiment un filet de sécurité pour les jeunes, plus les jeunes en particulier qui ont 16, 17 ans, qui vont vraiment vers la vie adulte. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais faire ses impôts, là. Genre, je commence à apprendre comment les faire parce que je savais pas comment les faire. Se faire un budget, c'est d'apprendre un peu la vie, les ressources, c'est de savoir comme, OK, ben quand tu vas avoir 18 ans, après ça, il y a ça si tu as besoin d'aide. Eux sont ouverts 2 jours. Si tu vas aller manger là, tu sais, au moins de savoir un peu les ressources qu'on a, d'intégrer aussi un budget, comment gérer son argent, comment gérer les trucs que tu as vraiment besoin d'acheter, mais ce que tu n'as pas besoin d'acheter, puis mettons cet argent-là, tu pourrais le mettre comme de côté. D'envisager ça pour les jeunes de 16-17 ans. J'aimais bien tantôt le lien avec comment réagir dans les situations de crise avec les autres jeunes autour. C'est sûr que moi, personnellement, pour gérer les crises, je reviens vraiment sur le point de soit qu'il y a quand même beaucoup d'éducateurs souvent sur le plancher, fait qu'au moins, soit qu'il en reste 2 ou juste un en attendant l'approbation de ce qu'on appelle les agents ou pas, puis qu'il y ait au moins 2 intervenants qui, au pire, prennent le groupe, puis si, mettons, il y a une fille qui n'a pas le droit de sortir, à l'escale, on a une cour à l'intérieur. Aller à la cour à l'intérieur, là, jouer un petit jeu, monter en haut, aller dans le gymnase, tu sais, trouver une façon que ça n'impacte pas les autres jeunes puis que ça ne refasse pas vivre des traumatismes parce qu'après ça, tu sais, veux pas un traumatisme, c'est quand même, ça peut rester toute ta vie, là, même jusqu'à ton âge de 50 ans et plus, là. Fait qu'au moins, de faire en sorte que, pas que ça les diminue, mais que ça arrive le moins possible. Puis c'est sûr que oui, ça va arriver. On peut mettre plein d'affaires en place, mais selon ce que les jeunes vivent, selon le pourquoi ils sont ensemble, il y a tout le temps une raison qui va faire en sorte qu'il y en a une que ça va pas faire son affaire. Puis ça, c'est normal. Puis
sur ça, tu sais, il y a des choses qu'on a de contrôle, qu'on n'a pas de contrôle. Puis sur ce point-là, si on n'en a pas de contrôle, mais on a du contrôle sur le fait qu'on peut faire en sorte que les crises soient moins grosses puis qu'ils soient mieux gérés. Merci. Puis pour ce qui est de l'environnement, du milieu, est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que ça soit peut-être plus agréable pour vous quand vous arrivez dans les milieux, là, de passer de la maison à un environnement qui est très, très différent, là, des choses qui pourraient peut-être être apaisantes ou aidantes ou dans l'environnement? Quand je suis arrivée la première fois, j'avais peur. J'avais pas envie d'être comme avec le groupe. Puis, tu sais, ils ont respecté mon choix, ils m'ont mis un peu à part. C'était déjà que quand j'arrivais, j'avais pas le droit à une chambre parce que j'étais en mesure de protection contre les idées suicidaires. Fait qu'ils m'ont envoyé dans, tu sais, la petite chambre. Puis personne ne veut être dans cette petite chambre-là. Là. Tu sais, c'est petit, c'est pas tant beau. Les jeunes peuvent tous te voir. T'as pas le droit de fermer ta porte. Fait que, tu sais, c'est pas super cool. Mais faire en sorte au moins que les jeunes soient mieux accueillis, tu sais, je dis pas d'arriver avec du chocolat, des fleurs, mais d'arriver avec, tu sais, si t'as besoin de parler, on est là, on va t'écouter, tu sais, il y a ça qui est ouvert à toi, puis si tu veux pas nous parler, mais que tu vas être tout seul, on va te laisser ton moment, puis tu sais, t'auras pas besoin de t'intégrer la journée même avec tout le monde, mais on va te demander demain au moins de déjeuner avec nous, faire des choses en sorte que pas sa journée même, mais que le lendemain, au moins, qu'il y ait un petit plan d'action pour le laisser atterrir, là. Depuis que je suis arrivée, là, je sens qu'il y a un vent de changement, qu'on met beaucoup là, de temps et d'énergie à revoir les choses. On est soutenu par les cadres. On a de belles rencontres là, pour se re-questionner et tout. Donc, je pense que ça va avoir un impact direct sur l'expérience de placement des jeunes. De continuer dans ces changements-là, de normaliser aussi là, le plus possible pour faciliter la transition là, vers leur milieu de vie respectif. Continuer d'être dans la bienveillance, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir comme intervenant quand on travaille auprès de ces jeunes vulnérables-là. Donc, la bienveillance, voir ce qui se passe, c'est prendre le temps de regarder ce qui se passe derrière les fameux comportements qu'on voit. C'est pas pour rien que la jeune fait une crise. Hein. C'est pas pour rien qu'elle a des idéations suicidaires. Donc, d'aller chercher là, le bobo initial, là, ce qu'il y a en dessous de ces comportements. Puis, je terminerai en disant de continuer d'être ouvert, créatif, d'innover, de se permettre de faire des activités, avoir des petites attentions que les jeunes vont se rappeler, que ce soit pendant leur accueil, leur anniversaire, les fêtes spéciales, leur départ, d'essayer de créer un sentiment d'appartenance au milieu là, pour qu'ils puissent reparler après de leur placement de façon positive, peut-être un peu comme Victoria là, puis Noémie l'ont fait. Il y a quand même de belles choses là, qui se font autres que la détresse là, que je vous ai nommée plus tôt. Là. Merci. Victoria Gagnon. De mon côté, je vais vous présenter les priorités d'intervention que j'ai ciblées. Donc, la première, c'est augmenter le pouvoir d'agir en plaçant les jeunes au centre de l'intervention, intervenir avec eux au lieu d'intervenir pour eux, avec notamment le développement de l'alliance thérapeutique, en centralisant nos interventions à partir de ce que les jeunes veulent en premier lieu et en utilisant l'approche centrée sur les forces aussi. Le deuxième point, c'est revoir certaines pratiques plus coercitives qui pourraient être remplacées par une façon nouvelle de voir les choses. Si on prend l'exemple des jeunes qui vivent ensemble dans le même milieu puis qui peuvent pas se côtoyer ou partir ensemble en autobus, par exemple, ou sortir à l'extérieur, amener comme éducateur les jeunes à créer des nouveaux contextes d'intervention à l'extérieur des murs, des activités, créer des souvenirs, des nouvelles expériences de vie. Sinon, il y a aussi uniformiser les pratiques sur les données probantes, notamment le modèle ARC, en intégrant aussi en CR ce modèle-là et en sensibilisant les familles d'accueil également. Cette approche-là est bénéfique. Bien, en fait, toutes les approches sensibles au trauma sont bénéfiques pour nos jeunes. Ça leur permet de leur offrir la possibilité de s'apaiser par une approche encadrante mais bienveillante. Ça permet de modifier notre lunette en prenant en compte les réalités traumatiques des jeunes, en tentant de comprendre la fonction du comportement et d'accompagner les jeunes dans le développement de leurs compétences, tout en s'adaptant au type d'attachement du jeune également. Je rajouterais également soutenir le développement de l'autonomie dès le début de l'adolescence et mettre en place un filet de sécurité pour la transition à la vie adulte. Rappelons-nous que c'est 1 jeune sur 3 qui a vécu au minimum une expérience d'itinérance. C'est énorme. Il faut les outiller, les soutenir et les accompagner davantage en collaboration avec le milieu communautaire. Je veux comme récupérer, si on veut, 3 éléments qui ont été déjà nommés, seulement pour insister. Donc, d'abord, l'effet de créer cette contexte bienveillante, en fait, que Cynthia nomme, un contexte bienveillant qui soit bienveillant pour tous les acteurs concernés.
Ça, je pense que c'est une piste intéressante, surtout dans le contexte SR. Vraiment créer un contexte bienveillance, en fait, largement. Moins centré, en fait, sur la paperasse, puis sur les risques, effectivement, sur les relations qui peuvent se stabiliser dans le temps. Mais aussi de penser à la participation. Donc, Victoria l'a nommé aussi, la participation des jeunes est fondamentale. C'est partie, en fait, de notre loi. Mais dans la concrétisation, en fait, de la participation, on ne les tient pas forcément en compte. Une pratique centrée sur l'enfant, ça veut dire que on met l'enfant, en fait, au centre des tout. Puis la participation, c'est vraiment critique pour le développement des enfants. Donc là, j'insiste que ce point qui a été soulevé par Victoria est fondamental. Puis encore là, la participation aussi, les marges de manœuvre des intervenantes est importante pour permettre de créer des conditions de pratique. Et puis, pour reconnaître l'importance aussi de la participation. Moi, je pense qu'il faut retenir que les enfants placés par la protection de la jeunesse, ils ont pour la plupart pas choisi d'être placés, que plusieurs professionnels sont engagés, très impliqués et interviennent avec bienveillance auprès de ces jeunes-là pour leur offrir des occasions de poursuivre leur développement en sécurité dans les meilleures conditions possibles. Il faut retenir aussi que le système actuel n'est pas parfait, mais que des améliorations sont à faire et que des améliorations sont en cours. Et il faut surtout retenir, à mon avis, que les jeunes sont pleins de force, de rêves, d'espoir. Il faut croire en eux. Il faut les intégrer dans vos logements, dans vos entreprises comme jeunes travailleurs parce que collectivement, on a un devoir d'intégration et d'accompagnement envers ces jeunes-là. Il est possible de s'en sortir. Moi et Noémie, on en est la preuve. Alors, on se croise les doigts pour que ces changements-là continuent dans le bon sens et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Annie. Vous écoutiez Défi, le balado du CRUGEF. Défi, disponible sur YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et sur le site web du CRUGEF dans notre section Médiathèque.